Aujourd'hui, je reçois Marc Lesage-Moretti, ancien sales en salle de marché chez Goldman Sachs. Il y en a plein qui sont très contents de rentrer dans le moule, qui disent rien, tu vois, juste qu'ils vont débriefer à leur femme en rentrant le soir, qui disent putain, ils sont complètement fous les mecs, et ils se disent bon, je m'en fous, je prends mon cash et ça. Et la plupart sont comme ça, tu vois. C'est du théâtre en fait. Ouais, c'est du théâtre. La banque, c'est du théâtre. Si t'es bon en théâtre, tu seras bon en banque. Malgré une carrière et un salaire exceptionnel, il décide de quitter ce milieu pour devenir streamer et créateur de contenu. Quand j'avais annoncé, tu vois, sur LinkedIn que je changeais, j'ai une photo de... C'est comme un réseau hyper pro, hyper politique, quoi. Bah, j'avais mis une miniature d'un Nasus, c'est un champion dans League of Legends, où j'appelais la série Nasus from Guignol to Diamant. Ils avaient pété leur crâne, les gars, tu vois. Dans ses vidéos, il décrit sans aucune langue de bois ce monde opaque et inaccessible qu'est la banque. Le banquier, le broker, le conseiller de gestion de patrimoine, toute la chaîne, leur but, c'est pas que le client gagne de l'argent, c'est que le client fasse le plus de trades possible. Donc, les banquiers, ils ont créé des produits qui s'appellent autocall, qui est que, en fait, quand tu gagnes pas, tu gagnes un tout petit peu, ton gain, il est plafonné, et t'es rappelé pour que tu puisses réinvestir aussi. Donc, en fait, dès que tu commences un petit peu à gagner, on te dit, oulala, attends, mais t'as gagné de l'argent, attends, remets dans le pot, s'il te plaît. Et ils prennent des fees à chaque fois. Et toute la chaîne prend des fees à chaque fois, tu vois. Donc, la douille, elle est tellement institutionnalisée que les gens ne la voient même plus, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, on va vous emmener dans les coulisses des banques et plus particulièrement vous expliquer le fonctionnement de ces dernières. En 2023, on a vu un nombre record de banquiers de deux banques françaises, Société Générale et BNP, être payés plus de 1 million d'euros. Au total, on parle plus de 500 personnes à Paris, à Londres, à New York, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je voulais savoir du coup comment c'était possible que les banques puissent rémunérer des gens autant. Et donc, j'ai invité un ex-banquier, un ex-trader qui est passé de l'autre côté de la barrière, qui m'a rejoint dans la galaxie YouTube. Salut Marc. Écoute, salut Mounir, merci beaucoup de me recevoir. Oui, petite précision, je n'étais pas trader. C'est vrai que je mets souvent ça dans mes descriptions pour les gens qui sont un peu loin de la finance, tu vois, qui font pas forcément la distinction entre un sales et un trader. Ça parle à tout le monde, le trader. C'est ça, mais donc j'étais structureur au début chez BNP Paribas pendant un an, pendant mon stage de césure. Donc le gars qui crée les produits dérivés, en gros, les produits structurés. Et ensuite, j'étais sales chez Goldman Sachs pendant 7 ans. D'abord sur les dérivés actions, puis produits cross-asset, donc sur toutes les classes d'actifs. Donc ça te surprend de voir que là, l'année dernière, ça a été une année record en termes de REM dans les grandes banques françaises? Non, je pense que... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, elles gagnent de la thune quand il se passe des trucs. Donc quand il y a des crises, tu vois, quand il y a le Covid, il y a des guerres et tout ça, c'est hyper bon pour les banques, elles gagnent du bif, tu vois. Pourquoi ? Bah parce que... En fait, pour comprendre ça, il faut revenir à la loi Volcker en 2008. C'est que les banques... elles n'ont plus le droit de prendre des positions, elles n'ont plus le droit de faire des paris, de dire j'achète du cuivre, je dors dessus, j'espère que ça va monter. Avec leurs fonds, tu veux dire. Avec leurs fonds, qui peuvent juste faire ce qu'on appelle des client fees driven business, donc un business qui est basé sur les fees des clients. Et donc le principe d'un business basé sur les fees des clients, c'est que tu veux que les clients, qu'il y ait de la vélocité du cash en gros. C'est à chaque fois que les clients font un trade, qu'ils achètent ou qu'ils vendent, les banques elles font du bif. Le pire qui peut arriver pour les banques, c'est qu'il y a un marché flat, il se passe rien, le client il veut ni acheter ni vendre et tout ça, quoi. C'est pour ça que ton banquier il te rappelle tout le temps, il dit ah là c'est un peu monté, là il faudrait vendre, là c'est un peu baissé, peut-être c'est un bon moment pour racheter, c'est un bon market timing et tout ça. Donc ouais, quand il y a des guerres, quand il y a du Covid, quand il se passe des crises, en gros en général c'est des bonnes années pour les banques, ouais. Et c'est quoi les postes spécifiques qui permettent d'aller chercher 1 million ou plus en termes de REM? Alors en général les jobs les mieux payés c'est côté salle de marché, donc c'est ce que je faisais, et c'est en général les traders parce que c'est eux qui gèrent les risques de la banque et donc alors, c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de te dire, mais en théorie, les banques, elles peuvent pas prendre de position, elles peuvent juste couvrir des positions de clients. Mais pour faire ça, en fait, on couvre les risques qu'on appelle les grecs, c'est-à-dire les dérivés partiels, enfin les sensibilités par rapport à chaque paramètre de marché, par exemple le sous-jacent, la volatilité, les taux et tout ça. Et comme tu peux pas avoir toutes ces dérivés partiels égales à zéro, bah, les traders, ils vont prendre des légères positions. Ils vont être légèrement long taux, short dividende et tout ça. Et donc, du coup, il y a quand même, sur les traders, des PNL conséquents. C'est-à-dire que le PNL, c'est le profit and losses du trader. C'est-à-dire, en gros, quand on fait un trade, au début, on va facturer des charges pour couvrir le bid offer du trader qui va garder ses dérivés égales à zéro pendant toute la durée de vie, qui va hedger le produit, en gros. Et mettons qu'on a facturé 200K day one au client là-dessus. Et si le trader, par exemple, il utilise 100K, bah, son PNL, ça va être 100K, quoi, tu vois. Et le client avec lequel le trader va traiter, ça va être qui? En fait, le trader, le client, c'est son sales, en gros.
Donc le Donc, c'est sales toi. dans la banque, ouais, c'est ça, c'est le client du trader. Si le trader il trouve que tu es un bon sales, il va faire du business avec toi. S'il trouve que tu es un mauvais sales, il va même pas répondre au téléphone. Donc tu veux traiter un truc avec lui, il va même pas te répondre. Tu vois, s'il sait qu'à chaque fois tes deals c'est foireux, t'arrives pas à tenir ton client, le client finalement il veut plus traiter, lui tu l'as fait bosser comme un ouf et tu vois, c'est un peu Pierre et le loup quoi. Si tu l'as déplacé plusieurs fois pour rien, bah après il va plus te répondre quoi. Donc ouais, le client du trader c'est le sales. Le client du sales ensuite c'est une banque privée, un broker, un conseiller de gestion en patrimoine, un assureur. Voilà. Tu as dit qu'en banque, on avait un des meilleurs rapports compétences-rémunération au monde et que concrètement, il y avait pas mal de gens qui étaient payés malgré leur relative incompétence. Pourquoi tu dis ça? Ouais, 100%. Je pense que c'est un des métiers où c'est le plus facile, enfin le plus simple en tout cas, peut-être pas facile mais simple, de gagner de l'argent. Ce que je dis, c'est qu'à un haut niveau en banque, on te demande de savoir faire deux choses, d'envoyer des mails et d'être pote avec les bonnes personnes. Si tu sais faire ces deux trucs, tu peux être payé 800K, 1 million par an, tu vois. Et c'est réel. Alors, envoyer des mails, c'est un vrai art en banque, tu vois. C'est-à-dire que faut copier les gars dans le bon ordre. Si tu copies pas d'abord les partenaires, puis les managing directors et tout ça, enfin, il y a des codes. En gros, les gens que tu l'ordre des gens dans lesquels tu le copies, c'est à la fois en fonction de leur seniorité et à la fois en fonction de leur degré d'implication dans un trade, tu vois. Et après, quand tu fais un gros trade, c'est de la politique dans une banque. Tu vois, tu fais un gros trade, il y a des gens qui n'ont rien foutu sur le trade qui vont répondre à toute la chaîne Teamwork always wins, qui est une manière de dire qu'ils ont participé alors qu'ils n'ont rien branlé sur le truc et tout ça. Tu vois. Donc ouais, il y a énormément de politique. Et donc ça, c'est à partir d'un certain niveau. Et au début, c'est hyper scolaire, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment de moment en banque où on te demande de réfléchir, tu vois. On te demande de pas faire d'erreur, tu vois. C'est différent. C'est un skill en soi, hein, mais on te demande de rater aucune erreur, rien rater, jamais faire d'erreur. Pourtant, toi, tu as un background école de commerce et maths. Ouais. Donc, il faut quand même avoir une certaine compétence intellectuelle pour bosser sur ces produits. Typiquement, tu parlais de volatilité, de grec, etc. Ça dépend des métiers. Tu vois, sur le métier de sales, pas vraiment. Moi, c'était un peu différent parce que quand je suis entré chez Goldman Sachs en 2015, il y avait quasiment rien sur les produits structurés qui était fait. Il n'y avait même pas de trader sur les produits structurés. Tu vois. Donc, c'était moi qui devais faire le job du trader. On avait des traders flux qui marquaient les paramètres jusqu'à 18 mois et après, ils s'en battaient les couilles. Et donc, si je faisais un produit à 10 ans, bah, les sous-jacents, ils étaient marqués sur Bloomberg ou sur Totem, enfin sur des benchmarks en gros. Et ils regardaient pas ce que c'était, tu vois. Donc ça, je devais faire ce taf-là. On n'avait pas de structureur non plus, donc je devais être capable de pricer les produits tout seul et de les créer. Donc c'était un peu à part. Et donc je pense que quand tu arrives dans une banque, et c'est pas propre à Goldman, je pense que si tu arrives dans une banque un peu américaine qui se développe, qui en est au début de son développement, là tu dois un peu toucher à tout. Mais sinon, par exemple, si tu arrives dans une banque française, typiquement, qui est dans un business qui est assez mature sur ce business-là, tu vois, qui est l'un des leaders du business depuis longtemps, enfin, qui l'est plus aujourd'hui, mais qui l'a été pendant longtemps, et bien là, à ce moment-là, quand tu es sales, tu fais juste le métier de sales, c'est-à-dire rentrer des paramètres, barrière à 60, coupon à 8, et tu cliques sur price, et tu vois, et en gros, tu as fait ton boulot. Enfin, le challenge intellectuel, il n'est pas là, clairement. Tu as parlé de la politique. C'est quoi l'ambiance en salle de marché ou avec tes collègues? Bah, en fait, il faut comprendre qu'il y a une structure pyramidale dans ces métiers-là, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu vois, au début, on est plein. Et puis après, il y a de place pour de moins en moins de personnes, quoi. Donc, c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, tu dois choisir ton camp. Il y a des alliances, contre-alliances qui se passent à la machine à café. Tu vois, t'arrives à la machine à café, tu comprends pas pourquoi tout le monde est en train de chuchoter, tu vois, voilà. Et en fait, il y a des plans, quoi. Il y a des plans qui sont faits pour écarter telle ou telle personne, prendre son business et tout ça, quoi. Et donc, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont saoulé et pour lesquels je me suis barré. Peut-être que la raison, c'est aussi que j'étais nul là-dedans en politique. Enfin, je comprenais pas la politique. J'étais trop honnête pour faire de la politique, en gros. Mais pas trop voilà, tard, il y en a beaucoup, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas trop tard, tu peux toujours y revenir. Ah ouais, non, je te confirme que là, je suis content d'être parti. Dans ce talk, Marc parle des pièges auxquels fait face l'investisseur particulier et ils sont nombreux puisque la banque gagne de l'argent généralement grâce à ces pièges et grâce aux frais qu'ils vont induire. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari, c'est pour vous permettre d'une part de suivre votre patrimoine mais aussi de débusquer tous les frais cachés que les banquiers vous collent. Et grâce à ces frais, eux gagnent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'euros, mais vous les perdez. Et croyez-moi, sur une longue durée, les pertes sont importantes. Donc c'est vraiment clé que vous ayez conscience des frais que vous payez et que vous fassiez les ajustements. Pour que vous puissiez tester Finari et notre scanner de frais, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code dans la description. Allez, on retourne au talk. Il y a, tu vois, tu parlais de la prise de position
et le fait que la banque n'a pas le droit de prendre des positions nettes, en gros. En 2008, il y a un certain Jérôme Kerviel qui a subi une perte énorme pour la Société Générale. Il y a énormément de théories qui circulent sur le fait que la Société Générale devait être au courant, ou en tout cas ses responsables devaient être au courant, qu'en fait qu'ils ont laissé courir tant que ça fonctionnait, parce que l'année d'avant, il avait quand même fait un PNL énorme, et qu'à partir du moment où c'est parti dans le mauvais sens, ils sont complètement sortis du truc. Ou au contraire, des gens qui disent non, c'était impossible, effectivement, il a réussi à falsifier les ordres, il a triqué le back-office parce qu'il avait lui-même bossé au back-office. Toi qui as bossé, qui as vu la machine de l'intérieur, c'est quoi ta vision de cette affaire? Alors déjà, juste sur les dates, peut-être que je me suis planté tout à l'heure, mais en gros, Kerviel, c'est janvier 2008, si je dis pas de conneries. Les subprimes, c'est l'été 2008. Et Volcker, c'est en réaction aux subprimes, donc peut-être en 2009, quoi, juste après. Donc, quand Kerviel fait son truc, il n'y avait pas encore, ça qui était en place. Il n'y avait pas encore Volcker. Cela dit, ce qui fait Kerviel, c'est qu'il prend des positions qui sont au-delà des limites de risque de la banque. Il prend des positions de 50 milliards. C'est-à-dire qu'il a 50 milliards d'expositions qui ne sont pas couvertes par quelque chose, quoi. C'est comme s'il achetait 50 milliards de pétrole et il n'y a pas un deal dans l'autre sens qui compense ce risque-là. Moi, ma vision de l'affaire Kerviel, et je connais assez bien le dossier, c'est qu'en fait, Kerviel, il venait du middle office, tu vois. Il y a une culture, en gros, très, très présente à ce moment-là et qui est toujours un peu de racisme social, un peu, tu vois. Donc, quand tu es du middle office ou du back office, tu vois, par rapport au front office, on prend pas les mêmes ascenseurs, on se parle pas, on se fout de ta gueule parce que tu as des chaussures marron, et ça, tu vois. Donc, il arrivait avec un truc comme ça, avec quelque chose à prouver. C'est un peu un provincial, en fait. Ouais, c'est ça. Aussi, il n'avait pas fait Polytechnique comme les autres, tu vois. Donc, il avait un peu quelque chose à prouver, tu vois. Donc, il prend ses positions, mais il vient du middle office. Et donc, il connaît un peu les systèmes et il sait comment ne pas se faire cramer. Cela dit, et c'est ça qui est marrant, et tu vas voir que du coup, le racisme social est encore plus fort, il se fait cramer une tonne de fois. Une tonne de fois, le middle office envoie des mails à son boss et dit « Attends, il y a un problème avec les positions de ton trader, là, et tout ça, ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Et qu'est-ce que fait son boss? Il forward le mail à Kerviel en lui disant « Mais putain, regarde ce qu'ils nous veulent, là, ces connards du back-office, là, et tout, check, je suis sûr qu'ils ont encore rien compris. » Et voilà. Donc lui, il voyait où il se faisait cramer. Et donc, tu as plein de mails comme ça qui le montraient, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Société Générale quand l'affaire a éclaté? Ils ont viré toute la ligne du front office. Ils n'ont pas viré les gars du middle office. Donc, les systèmes étaient bien en place, tu vois. C'est ça qui est dur. Donc, ils l'ont vu fin 2017, fin 2007, pardon. Quand ils s'en sont rendus compte, j'ai plus le nom ça devait être Mianet à l'époque, qui était le boss de Two Equity Worldwide chez SocGen, si je dis pas de conneries. Et donc, il demande à ce moment-là, Mianet, à son meilleur trader, de liquider 50 milliards de pause. Je crois quand ils se sont rendus compte de la position de 50 milliards, elle était en positive. Elle était gagnante entre 2 et 5 milliards, je crois. Mais bon, forcément, quand tu liquides dans le marché 50 milliards, il y a des bid offers et tout ça. Ça se voit, ouais. Et donc, ouais, ça se voit, le marché décale. Et donc, à la fin, ils ont perdu 5 milliards là-dessus. Et tu penses que les autres banques ont détecté le fait que la Société Générale était en difficulté et ont commencé à essayer d'amplifier la perte, ou profiter de la position difficile dans laquelle ils étaient? Tout le monde fait ça. Enfin, tu vois, quand tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te dit je veux acheter 100 millions de Saint-Gobain, tu lui fais un prix. Après, il te rappelle, il te dit il me faudrait 200 millions, tu fais je suis désolé, le prix a monté. Tu vois, tout le monde fait ça. Tu vois, donc, et même chose si tu vends, voilà, t'arrêtes pas de baisser ton prix. Voilà, donc, ouais, le marché se décale. Tu peux pas. C'est le problème quand tu dois céder un gros bloc. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des métiers spécifiques en banque qui existent pour ça. C'est que tu peux pas, comme un bourrin dans le marché, céder autant d'actifs, quoi. Depuis Goldman, tu es passé côté créateur. Ouais. Maintenant, c'est quoi la différence au quotidien dans tes rapports que tu as avec les gens avec qui tu travailles par rapport à ton ancien job? Déjà, moi, ce qui me surprend, ce que je disais, tu vois, un peu qu'on a évoqué au début, c'est à quel point, quand tu es dans le monde de la finance et tout ça, et que tu sacralises ces métiers-là, que tu penses qu'il faut être hyper intelligent pour faire ces jobs-là, tu te rends pas compte de la réalité. Et quand tu vas dans le monde des entrepreneurs, enfin, tu réalises à quel point. Moi, j'ai réalisé à quel point j'étais nul, en fait, en arrivant dans l'entrepreneuriat. Tu vois, mes potes qui sont entrepreneurs, qui ont monté des boîtes, qui ont gagné pas mal d'argent là-dessus, sont beaucoup, beaucoup plus compétents que moi. Et je me rends compte qu'en fait, j'allais dans le mur parce que tu apprends des choses en manque les 2-3 premières années à peu près, et ensuite tu n'apprends plus rien. Donc, tes compétences n'évoluent plus du tout. Par contre, ton salaire continue d'augmenter. Et comme toi, tu as de l'ego, tu te dis, si je gagne 300 000 euros, si je gagne 800 000 euros, c'est parce que je vaux 800 000 euros, tu vois, parce que je suis trop fort. Et en fait, pas du tout, tu vois, c'est ça qui est marrant. Et donc
Donc ouais, j'ai pris une vraie claque en arrivant dans ce milieu-là, en voyant à quel point j'étais nul, à quel point en fait je baignais pas du tout dans un milieu d'excellence. Je baignais dans un milieu très très scolaire et protégé, voilà, parce que c'est des gens. Tu vois, les banques, en fait, ils sont juste au bon endroit au bon moment. Tu vois, ils sont juste présents sur chaque transaction financière. Et donc, ils prennent un fees à chaque fois. Tu vois, et le système qui est en train d'être retourné un peu aujourd'hui avec les néobanques et tout ça. Mais le système a été comme ça depuis des générations. Donc, la douille, elle est installée, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus dur de faire de l'argent, tu vois, ça demande des vraies compétences. Donc, je dirais c'est ça la principale claque que j'ai pris en sortant de ce monde-là, c'était ça, c'était de voir à quel point, enfin, de désacraliser vraiment le truc et de me rendre compte, parce que quand tu es à l'intérieur, tu t'en rends pas compte en fait. Il y a tellement, tout le monde parle tellement comme ça, il y a tellement une culture, tu vois, où on sacralise ces métiers-là, que c'est très dur de s'en rendre compte, tu vois. Dès que quelqu'un part d'une banque, on réinvente l'histoire. On en fait un peu un paria. On dit ah mais oui, mais lui, tu sais, il est parti, mais c'est vrai qu'il était pas très bon, lui il faisait pas trop l'affaire. 2 mois avant, le gars était une star en interne et tout ça. Donc il y a toujours cette culture c'est très dur pour des banques prestigieuses d'accepter que quelqu'un soit parti. Donc ils disent que c'est eux qui ont choisi qu'il parte et tout ça. Tu vois. Donc il y a cette culture d'ego qui est très très forte et tu t'en rends même pas compte et tu t'en rends compte que quand tu le quittes, tu vois, à quel point il y avait beaucoup de trucs qui étaient bullshit de ce point de vue-là, quoi. C'était quoi les horaires typiquement que tu faisais en banque? Ça évolue, ça a pas mal évolué en fait. Au début, quand j'étais stagiaire chez Goldman, c'était genre, j'arrivais à 7h30, 7h45 le matin et je partais vers 22h30, 23h. C'était assez intense, mais ça n'a pas duré très longtemps, tu vois, ça a été genre 6 mois comme ça. Ensuite, junior, je dirais 8h, 22h, 8h, 21h. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est que justement, quand tu évolues, bah, tu commences à avoir des horaires beaucoup plus légères, entre guillemets. Tu fais du 9h, 19h30, tu vois, même 9h15, 9h30. À un moment, quand j'étais associate, pour la petite histoire, je faisais de la boxe anglaise, je m'entraînais 5 fois par semaine. Donc, je faisais 2 entraînements de cardio, 2 de sparring et 1 de muscu, tu vois. Et donc, enfin, voilà, ça te montre que tu pouvais quand même avoir un lifestyle qui est complètement différent de quand tu es junior, quoi. Par contre, comme je disais, il y a beaucoup plus de politique à ce moment-là. Tu reçois un peu des WhatsApp tout le temps, de différents boss. Voilà, t'as jamais le moment où tu coupes vraiment, quoi. C'est-à-dire le week-end, tu es toujours un peu impliqué dans ton boulot quand même. Et du coup, après, tu gagnais un salaire important à 6 chiffres. Comment tu le dépensais? Comment tu flambais? Moi, je suis quelqu'un d'assez économe. En fait, j'étais pas trop. Je sens que ça choquait mes collègues. À un moment, en fait, mon but, c'est de me faire des vacances avec mes potes. Et mes potes, ils avaient pas forcément les moyens. Et donc, je sais, à un moment, j'étais parti en Islande et j'étais avec un pote qui avait vraiment pas de thunes. Tu sais, l'Islande, ça coûte un peu d'argent. Et donc, je lui ai dit, écoute, t'inquiète, on va faire le truc le plus cheap possible. On prend juste l'avion, on prend un EasyJet, tu vois. On loue une bagnole là-bas, on ramène une tente, et juste dans l'avion, parce que la bouffe, elle coûte cher là-bas, on prend un carton, et tu vois, on paye un bagage EasyJet, on prend un carton de 50 balles avec que de la bouffe lyophilisée dedans, tu vois, que tu réchauffes avec de l'eau chaude et ça. Et ça, j'avais dit ça en rentrant, que je m'étais fait ces vacances-là à mes collègues, ça les avait choqués, quoi. Ils m'avaient dit, mec, mais on te paye, qu'est-ce que tu branles et tout ça, quoi. Alors qu'eux, ils sont en mode à te montrer leur hôtel 5 étoiles, tu vois. Je me souviens, j'avais un collègue qui me montrait son hôtel 5 étoiles, il me montrait la salle de bain, il me disait, là, tu vois, tu peux bouffer les sushis par terre dans la salle de bain, tu vois. Je disais, mais on s'en fout, tu vois. Et ouais, c'est marrant. Mais enfin, bon, après, chacun a un peu son rapport à l'argent. Moi, je pense que j'ai un rapport à l'argent un peu particulier aussi du fait que je viens d'un milieu hyper privilégié, donc j'en ai jamais manqué. Donc peut-être que, tu vois, ceux qui découvrent un peu ce que c'est que l'argent aussi, peut-être qu'ils ont un rapport différent. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je constatais que c'était une vraie différence entre moi et 99,9% des gens dans la salle de marché, c'est que ça m'excitait pas le pognon. Ouais. C'est quoi les trucs les plus fous que tu as vus en termes d'achat post-bonus? Souvent des bagnoles, des montres, des trucs comme ça, quoi. Souvent des gars qui s'envoient une petite montre à... Je connais pas trop en monde, quoi, mais entre 20 et 50, quoi. Voilà. Ouais, bagnole, ce genre de trucs, quoi. Mais encore une fois, comme moi, ça m'intéressait pas trop, ça m'excitait pas trop, ces trucs-là. Je pense que je suis passé à côté des histoires les mieux pour ton audience, quoi. Mais voilà. La salle de marché, ça fait rêver. Il y a plein de films qui ont traité du sujet, notamment Loup de Wall Street, et qui ont certainement aussi participé au mythe qu'il y a autour de l'ambiance qui y règne. C'est quoi le truc le plus fou ou le plus choquant que toi, t'aies vu quand tu y as bossé? En fait, je me souviens d'anecdotes où quand ça m'avait marqué, en fait, la toute première fois que je rentre dans une salle de marché, je me souviens que ça m'avait marqué le dawa que c'était, quoi. Tu vois, genre, en fait, j'arrive, c'était à la BNP, donc dans une salle qui s'appelle, enfin, un bâtiment qui s'appelle la Maison Dorée, tu vois,
C'est un ancien mi-restaurant, mi-bordel, donc c'est un peu particulier, tu vois, assez bas de plafond et tout, et une grande salle de marché comme ça. C'est dans Paris ou c'est à La Défense? C'est dans Paris, ouais. C'est dans Paris, c'est boulevard des Italiens, c'est à côté d'Opéra. Du coup, j'arrive là, et en fait, t'as les traders dans un coin, à la BNP, t'as les structureurs, donc moi j'étais structureur, et t'as les vendeurs. Le truc classique, donc c'est les vendeurs, ils reçoivent un appel d'offres, ils envoient la demande aux structureurs, les structureurs font le pricing, et ils demandent juste les paramètres aux traders. Donc les paramètres, c'est combien tu vends la vol, t'achètes les dividendes et tout ça, ce qu'on appelait les param, tu vois. Et donc ça, c'est pour les trucs qui demandent un pricing de la structuration. Et pour ce qui se price direct sur la plateforme, bah, tu avais juste les traders qui devaient valider leurs param et ça renvoyait la demande. En fait, dans les banques françaises, tu avais un peu cette mentalité où les ingénieurs, les polytechniciens, les centraliens étaient au-dessus de tout le monde. Et donc, vraiment, ils chiaient sur les sales. Tu vois. Quand les sales venaient leur parler, ils leur chiaient dessus. Donc, en fait, les sales, ils étaient terrifiés d'aller parler aux traders. Tu vois, même des mecs de 30, 35 ans, ils se chiaient dessus d'aller parler aux traders. Donc, du coup, ils envoyaient les stagios aller faire la demande de paramètres aux traders. Tu vois. Et je me souviens d'un gars que, en plus, c'est marrant parce que peut-être les gens le connaissent. C'est Patrick Patoche, tu vois qui c'est ou pas? Non. Patrick Chotard, ça te dit rien? De nom, ouais. Si. Ok. Bon, bref, maintenant, il a monté un cabinet qui s'appelle l'Inseus et tout ça. Bon, bref, à l'époque, il était stagio, c'est moi aussi. Et je le vois courir dans la salle comme ça. Il revenait de la demande aux traders comme ça. Il court et il fait « Ils ont changé les params !» Comme ça, tu vois. Et genre, je dis « C'est quoi ce truc de fou, quoi ?» Genre, bon, bref, je sais pas si ça vous parlera, mais pour moi, je me suis dit vraiment, on arrive dans un truc un peu de fou, quoi. L'ambiance, elle est très particulière, ouais. Très, très particulière dans la salle de marché. Les banques dont tu as parlé, BNP, typiquement, c'est une banque d'investissement, mais c'est aussi une banque de détail. Est-ce qu'un particulier, il fait bien d'aller demander à son petit banquier dans l'agence du coin des conseils pour gérer son patrimoine? Je pense que les banques de détail, elles sont un peu en crise depuis un moment, tu vois, en France, parce que simplement parce qu'elles ont été dans une situation de monopole pendant très longtemps et que du coup, elles sont pas optimisées aujourd'hui. Et en fait, on l'a vu parce que, tu vois, moi, un truc qui a beaucoup marqué les esprits pendant que je bossais en banque, c'est que c'est l'essor des CGP et des brokers, tu vois. Et c'était un truc très choquant pour les banquiers qui, encore une fois, hein, j'en ai un peu parlé, mais ont énormément d'ego, les mecs qui ont fait donc des grandes études et tout ça, de voir que des brokers, des CGP gagnaient beaucoup mieux leur vie qu'eux, c'était très, très dur à accepter pour eux, tu vois. Et il y avait même des banquiers à qui on proposait des jobs là-dedans, tu vois, mais ils se disaient, mais attends, mais je peux pas être juste un courtier, tu vois. Pour eux, c'était dévalorisant à cette époque-là. Et en fait, pourquoi ça répond à ta question, tout ça, c'est que je pense que les banques de détail souffraient énormément, étaient en hémorragie, en fait. Les clients fuyaient des banques de détail. Et donc, du coup, il y a eu un business océan bleu pour les CGP, les brokers. Et donc, du coup, il y avait des CGP, des brokers qui sont très compétents, mais il y en avait d'autres un peu moins compétents qui arrivaient sur le marché et qui arrivaient à très, très bien gagner leur vie, tu vois. On a un peu vécu la même chose au moment où il y a eu la bulle un peu immobilière. Bah, tu as des agents immobiliers qui sont bons et puis après, tu en as des un peu moins bons. Tu fais des visites d'appart où tu as un mec qui arrive et qui te fait « Ouais, là, tu as le salon, là, tu as les chiottes. » Enfin, tu vois qu'il n'est pas agent immobilier depuis très longtemps, le mec. Tu vois. Donc, tu avais un peu ça aussi sur les CGP et les brokers. Et donc, pour moi, ouais, ce truc-là traduit complètement du fait que les banques de détail étaient en grande souffrance et perdaient énormément de clients. Ouais. Toi, tu as été côté fournisseur, tu as vendu des produits qui ont été distribués après via des CGP, des brokers, peut-être aussi des banques privées. Ouais. Est-ce que c'était des produits de bonne qualité? Moi, les produits structurés, je trouve ça horrible, en fait. Pour la simple et bonne raison que, en fait, tu achètes un truc à 100 qui, le premier jour, vaut 88. OK? Pourquoi? Donc, le premier jour, tu as perdu 12. Donc, en fait, c'est dur de faire un pire trade, tu vois, que ce truc-là. Premier jour, tu as perdu 12% de ton capital. Donc, tu as investi 1000 euros. Le premier jour, tu as perdu 120. Et ça, c'est au prix d'émission à 100. Tu vois, je te parle même pas des frais d'assurance vie en plus de tout ce qu'il peut y avoir en plus que ton assureur ou ta banque peut te fonctionner. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, le problème, c'est la surintermédiarisation de la chaîne. C'est-à-dire qu'au début, le fair price, c'est 88. Donc, c'est-à-dire, comment on calcule le fair price? On fait ce qu'on appelle une simulation de Monte-Carlo, c'est-à-dire on regarde 100 000 fois ce que vaut le sous-jacent, Saint-Gobain, et on regarde sur ces 100 000 fois ce que vaudrait le produit dérivé F de X, tu vois, en fonction du prix de Saint-Gobain. Et là-dessus, c'est ce que l'on appelle le discounted, enfin le fair price, quoi, 88. Donc le trader 3, 88 et 91. 3%. Ouais, 3%. On parle en pourcentage tout le temps. Donc le produit est mis à 100, il vaut 88. Le trader a pris 3 pour se couvrir de 88 à 91. Le sales, il reprend 3 derrière de 91 à 94.
Le broker, il reprend 3 derrière 94-97 et ensuite la banque dépositaire, par exemple, ou le gars en fin de chaîne reprend 3%. Donc en fait, ouais, en termes d'espérance de gain, c'est un des plus mauvais trades que tu puisses faire, tu vois, un produit structuré. Par rapport à si tu achètes un tracker, par exemple, là, tu vas payer... Un ETF. Un ETF, tu vas payer 0,20%, tu vois, voilà, versus 12% de l'autre côté. Donc, après, l'argument des banquiers, c'est qu'ils vont te dire, oui, mais nous, on t'offre une protection en capital. Donc, c'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir un risque, ce qu'on appelle Delta One. Tu vois, je te parlais de la fausse complexité des métiers de la banque. Les banquiers, pour te dire que tu as une fonction Y égale F de X, c'est-à-dire que tu as acheté une action, ils vont te dire c'est un produit Delta One, tu vois, dont la dérivée est de 1. Tu vois, donc, ça te montre à quel point les gens ont essayé de complexifier un truc hyper simple, tu vois. C'est marrant. Et donc, ce que je disais, ouais, c'est qu'ils te disent, ouais, si tu achètes un ETF, comme tu disais, bah, t'es risqué, c'est-à-dire, tu prends toute la perte, t'as tout l'upside, mais t'as tout le downside aussi. Oui, mais en fait, est-ce que les gens sont assez averses au risque pour perdre 12% d'espérance de gain pour avoir de la protection au capital? Je suis pas sûr. Voilà. Ça a joué dans ta décision de quitter la banque? Pour être très honnête, non. Parce qu'on est tellement dans notre système. En fait, quand tu es dans le système, tu le vois pas. En fait, tu vois, tout le monde est là, tout le monde fait ça, tout le monde te dit c'est normal. Si tu le fais pas, les concurrents le font. Tout a l'air légitime, tu vois. Et les règles en place te permettent de le faire. Ton client... En fait, moi, je vendais même pas au client final, en fait, tu vois. Donc tu voyais pas. Ton client, c'est un gars qui se gave aussi, encore plus que toi, tu vois. Donc, tu le vois pas, tu vois. T'es pas en train de penser au client final, t'as pas d'interaction avec lui. Donc, c'est pas vraiment ton problème, tu vois, en vrai. Il y a des lois en place qui t'interdisent de prendre plus de 2% par an de frais. Et comme tu n'as pas le droit de prendre plus de 2% par an de frais sur toute la chaîne, maxé à 10%, ben en fait, ce que font les banques, c'est qu'elles planquent de la marge dans les charges du trader, tu vois, en disant ça, c'est des coûts de modèle, par exemple. C'est-à-dire, c'est le coût de je passe d'un modèle en vol local à un modèle en vol stochastique ou des choses comme ça, tu vois. Mais à l'inverse, enfin, sans trop rentrer dans les détails, mais à l'inverse, Enfin, ouais, ça va être trop technique, mais bon, il gagne de tous les côtés. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Tu as un avis hyper tranché sur les structurés, tu en as structuré toi-même, littéralement. Ouais. On a reçu un broker de produits structurés, Louis Pradier, de chez Equiteam, il y a quelques semaines. Et je voulais te montrer un extrait pour que tu nous donnes ton avis sur ce qu'il dit. Ok, vas-y, let's go. Du coup, il y a ce niveau de frais-là qui est pour le distributeur, en fait. Ensuite, vous prenez une marge et l'émetteur va aussi prendre sa marge, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et donc, comment c'est possible qu'avec ces 3 couches de frais, l'investisseur final soit quand même gagnant au final? Si jamais mon produit va dans le bon sens, s'il est rappelé. S'il est rappelé la première année, je vais servir mon coupon de 8. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Le client qui se touche 8, il va être super heureux. Ok, il aurait pu avoir 10 sans frais. Mais encore est-il que, selon mon analyse, les frais, ça permet le conseil. Ça permet de pas faire n'importe quoi. Ça permet d'être aidé, ça permet d'être accompagné. Ouais. En fait, il faut voir... Ouais, enfin, les frais réels, ils sont démentiels, quoi. C'est ce que je dis, quoi. C'est-à-dire que... De toute façon, les frais réels, ils sont de 10%. En moyenne, dans beaucoup de produits. À partir du moment où tu fais du 5 ans ou plus, et souvent les produits structurés, c'est ça, ouais. Je peux te mettre ma main à couper qu'il y a minimum 10% de frais sur le produit, au total, entre les charges du trader, le sales, voilà, et toute la chaîne. Donc voilà, en fait, si tu gagnes 10%, bah, tu aurais dû gagner 10% de plus, tu vois. En fait, tu es plafonné à la hausse et tu perds dans énormément de scénarios, quoi. Donc, et surtout, dans un monde où les taux d'intérêt sont élevés, ça qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que si tu fais flat, tu récupères 100% dans un an, bah, avec l'inflation, tu as perdu 4% en réel, quoi. Donc, non, c'est un produit de merde, je confirme. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dit que si t'es rappelé, il te sert le coupon, donc t'es très content. Et donc, ça confirme ce que tu disais, que le scénario idéal, c'est l'autocall. Et donc, on remet dans la machine à laver. Et en fait, ça tourne. Ouais, complètement. Complètement, c'est le top scénario pour les banques, que tu sois rappelé, parce qu'ils vont pouvoir refaire un trade. Et voilà, et tu te remets dans la machine à laver, exactement comme tu l'as dit. Donc, les banques, en fait, les produits qu'elles ont créés récemment, enfin, maintenant, ça fait un moment, mais c'est d'augmenter la fréquence de rappel. Pour eux, c'est trop bien en fait que tu sois rappelé, même un gain minimal. Ils s'en foutent de ton gain. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois rappelé et que tu refasses de la thune. Donc, on a créé des produits qui s'appelaient le Fast Trigger, c'est-à-dire tu peux être rappelé tous les jours à partir de 1 an. Ou tu vois, trimestre. C'est toujours premier appel dans 1 an, je crois, pour que ça fitte les conditions de l'assurance vie en France, si je dis pas de conneries. Mais après, ça peut être tous les jours. Après, tous les jours ou tous les mois, tous les trimestres et tout ça, quoi. Donc ouais, complètement. Bien sûr que tu as envie qu'il soit rappelé, mais
Encore une fois, la réalité, c'est que quand tu es rappelé, tu aurais dû gagner beaucoup plus. Et à la baisse, en vrai, il faut comparer de toute façon. Il faut comparer avec un autre investissement, par exemple un ETF. Et la réalité, c'est que tu perds énormément. Très souvent, tu perds, tu vois, par rapport à si tu avais investi dans l'ETF. Et la réalité, je comprends, tu vois. Le seul vrai argument que j'entendrais, il ne l'a pas donné là, donc c'est marrant, c'est l'aversion au risque, tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre... Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre, tu vois, de perdre même 20% de leur mise à 1 an, tu vois. Mais si tu as de l'argent et que tu veux rester dedans à long terme, donc 10, 15 ans, tracker, ça sera quasiment toujours mieux que le structuré, quoi. En tout cas, sur un échantillon assez large, le tracker sera mieux que le structuré, c'est certain. Et quand tu expliques le fait qu'aujourd'hui, le structuré, notamment, tu vois, tu l'as dit, avec des barrières de protection ou alors à capital garanti, franchement, ça se vend, mais comme des petits pains, quoi. Parce que toute la douille, elle est institutionnalisée, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tout est mis en place. Ce que je disais, en fait, le banquier et toute cette chaîne-là, le banquier, le broker, le conseiller de gestion de patrimoine, toute la chaîne, leur but, c'est pas que le client gagne de l'argent, c'est que le client fasse le plus de trades possible. Okay, donc, les banquiers, ils ont créé des produits qui s'appellent autocall, qui est que, en fait, quand tu gagnes pas. Tu gagnes un tout petit peu, ton gain, il est plafonné, et t'es rappelé pour que tu puisses réinvestir aussi. Donc, en fait, dès que tu commences un petit peu à gagner, on te dit, oh là là, attends, mais t'as gagné de l'argent, attends, remets dans le pot, s'il te plaît. Et donc... Et ils prennent des fees à chaque fois. Ils prennent des fees à chaque fois. Et donc, en fait, toute la chaîne prend des fees à chaque fois, tu vois. Donc, la douille, elle est tellement institutionnalisée que les gens ne la voient même plus, tu vois. Et que c'est même dur, tu vois. T'arrives, c'est un gros problème. Tu vas voir ta banque, que des produits margés de partout. Même si tu veux investir sur un tracker et tout ça, on t'explique qu'il y a des frais de gestion. Tu dis, mais frais de gestion de quoi? C'est toi qui gères l'ETF? Non. Il y a quand même des frais de gestion de 1% par an, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un gros espace pour les néobanques qui vont un peu chambouler ce business-là. Ouais. À t'entendre, en fait... on a l'impression que tout le secteur que tu décris vit grâce à la méconnaissance totale des investisseurs particuliers. Ouais, 100%. Franchement, 100%. Tu vois, on a voulu, ce que je disais, on a voulu faire semblant que c'était des trucs complexes. Je dis pas que c'est, encore une fois, je dis pas que c'est hyper facile, mais ça reste des concepts assez simples. Tu vois, il y a beaucoup de théories qui ont été faites dessus. On sait quels sont les actifs qui payent le mieux à long terme. On connaît ces choses-là, tu vois, on sait comment diversifier du risque. Voilà, c'est des études qui existent depuis longtemps, tu vois. Donc, c'est pas ultra complexe. C'est juste que les gens en ont peur, les gens n'ont pas envie d'en parler. Et même, tu vois, moi-même, dans mes investissements, c'est pas optimisé, tu vois. Les cordonniers sont les moins bien chaussés. Donc ouais, c'est comme ça, c'est dans la culture, en fait. Je saurais pas exactement l'expliquer, mais oui, il y a une culture financière et économique en France et... je crois comprendre que c'est aussi le cas en Europe, qui est assez mauvaise, quoi. Sur Finari, on aime bien parler de l'étude Spiva, qui analyse la performance des gérants actifs, donc l'inverse de ce que tu décrivais avec les trackers. En gros, 90% des gérants sous-performent leur indice sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va même jusqu'à 95%. Et en plus, tu as ce qu'on appelle le biais du survivant dans l'étude, donc ça surestime la capacité des gérants actifs à battre le marché. Pourquoi ça existe encore, en fait, ça ? Pourquoi il y a encore des gérants actifs qui arrivent à faire de la collecte et qui prennent 2% de fees par an? C'est un peu la même réponse que celle que je viens de donner, quoi. C'est-à-dire que c'est institutionnalisé, quoi. C'est le système qui organise ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, je vois pas de... Enfin, je dis pas qu'il y a un complot ou quoi, tu vois, mais je pense que... Ouais, je pense que juste, il y a une incompétence un peu généralisée sur ces domaines-là. Les gens s'en rendent pas compte. Il y a une paresse aussi certaine de se dire, on va confier ça à des gens qui connaissent, qui utilisent un jargon, qui nous font croire que c'est complexe et tout ça, tu vois. Le fait que les gérants sous-performent le marché, c'est logique. Hein, c'est juste que la moyenne des gérants fera la même chose que le marché. Donc, je dis à chaque fois, si le marché fait plus de 7%, la moyenne des gérants actifs, ils vont faire 7%. Il y en a qui feront 5, il y en a qui feront 9%. Mais eux, ils prennent des fees après dessus. Donc net de leurs fees, ils vont forcément sous-performer le marché, quoi. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a un peu un double standard. Tu vois, quand on voit des contenus sur Internet, le régulateur ou les banques disent « Attention, c'est dangereux, ne faites pas n'importe quoi ». Mais en même temps, on écoute la parole des banques ou des grandes institutions comme l'évangile. Est-ce qu'il n'y a pas un double standard ? Ouais, je pense que c'est le vrai truc qui est compliqué aujourd'hui avec la créateur économie, les influenceurs et tout ça. C'est que ça fait l'émergence d'un vrai contrepoids. Le point positif, c'est que tu as l'émergence d'un vrai contrepoids qui est authentique,
qui est pas contrôlé, tu vois, et qui a pas un agenda politique, tu vois, comme tu peux avoir dans un gouvernement, dans une entreprise et tout ça. Donc, qui peut te donner une vraie opinion. Tu vois, ce qui est très rare dans le monde réel d'avoir quelqu'un qui ose te donner une vraie opinion. Le point négatif, c'est que tu as des gens qui ne sont pas forcément légitimes pour parler, qui n'ont pas forcément de connaissances, voilà, qui te donnent des conseils. Et il y a des arnaques, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Après, on est au début d'un nouveau truc. Là, la creator economy, ça vient d'être régulé en 2023, là, à l'origine. Enfin, c'est Bruno Le Maire qui a lancé ça. Donc, on est au tout début, tu vois. C'est comme... la banque, il ne faut pas oublier que ça fait 150 ans que ça existe. C'est une des industries les plus régulées du monde. Voilà, donc c'est très différent, tu vois. La tech, quand c'était nouveau et que c'était pas régulé, on a vu plein de débordements aussi sur les données, les fuites de données et tout ça. Donc, c'est pas étonnant au tout début qu'il y ait des gens, qu'il y ait des dérives, quoi. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Les gens ont du mal à comprendre. Enfin, je pense qu'on parle de creator economy, les gens voient beaucoup que des TikTokers qui te racontent n'importe quoi, tu vois, pour parler de la finance, que des TikTokers qui te disent ah oui, achète ce truc-là, tu vas gagner des millions et ça. Il n'y a pas que ça, quoi. D'ailleurs, il y a récemment eu un reportage d'Élise Lucet sur le copy trading. C'est un peu dommage, en fait, non, de toujours stigmatiser ça et de ne pas parler des gens comme toi ou comme nous qui font du bon contenu de qualité, ce qui est quand même la majorité des gens qui font des vidéos sur Internet. Ouais, je pense que... C'est pas un réflexe de boomer, un peu, de faire ça? Ouais, si. Non, mais carrément, je pense que... Moi, j'en souffre beaucoup, hein, tu vois, quand je vais vendre mes trucs à des entreprises, tu vois, je me rappelle... un moment, je voulais bosser justement avec Goldman et donc je leur proposais un peu de mes produits, des vidéos et tout ça. Et quand je leur disais influenceurs ou créateurs de contenu, je me souviens d'un des boss qui m'a dit mais les influenceurs, c'est des vendeuses de shampoing à Dubaï, tu vois. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit ah ouais, le mec en est là, tu vois, dans sa compréhension de la créateur économie. Donc il y a un clivage générationnel. Après, je dis pas que toutes les personnes âgées ne comprennent pas ce que c'est, hein, tu vois. Je bosse aussi avec des écoles, tu vois, avec des personnes, même des quadragénaires qui comprennent très très bien comment ça se passe, qui font des vidéos. Donc, il y en a qui ont pris le virage, qui comprennent qu'il y a l'émergence d'un vrai nouveau média qui arrive, qui fait d'ailleurs beaucoup plus de vues. Enfin, quand tu vois les vues de Squeezie par rapport au monde, tu vois, tu te dis, tu vois, quand tu vois qu'il fait 15 millions de vues par rapport au monde qui fera au mieux 100 000, tu te dis, ouais, il se passe peut-être un truc, tu vois. Donc, Hugo Décrypte fait plus de vues que tous les médias traditionnels. Ouais, alors ça m'étonne pas. C'est une chaîne YouTube. Hein. Ouais, une chaîne YouTube, une chaîne Instagram et tout ça, mais c'est les nouveaux c'est les nouveaux médias aujourd'hui, quoi, c'est ça, quoi. Donc voilà, je sais plus quelle était la question initiale. Oui, est-ce que c'est pas un peu des boomers? C'est certain qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge. Il y a ceux qui balayent ça d'un revers de main, tu vois. La nouvelle génération sont pas tous des TikTokers qui comprennent rien, qui sont abrutis par leurs écrans et ça, pas du tout, quoi, tu vois. C'est une génération juste qui est différente, qui aime bien justement tout rechallenger, en fait, et qui justement, tu vois, sur la banque, on parlait de l'institutionnalisation de la douille. La nouvelle génération, ça va pas prendre avec eux, tu vois. Parce qu'il y a une forme d'un peu de non-respect aussi de l'ancienne génération de leur côté, où ils veulent tout remettre en question, tu vois. Donc, il y a un peu une révolution qui est un peu en train de se passer, je pense, de ce point de vue-là. Ouais. Toi, il y a 1 an ou 2, du coup, tu as quitté Goldman, tu as quitté un salaire de 300 000 €, quelque chose comme ça, pour commenter des parties de League of Legends sur Twitch, lancer ton média. Ouais. Est-ce que tu as des regrets? Non, vraiment pas. Vraiment pas, parce que... alors effectivement, j'avais la chance de pouvoir me lancer dans la creator economy, effectivement sur les jeux vidéo. Je me suis mis le challenge, je voulais montrer qu'un papy comme moi à 31 ans pouvait atteindre le plus haut niveau dans un des jeux les plus compétitifs du monde, League of Legends. Donc j'ai atteint le top 0,5% sur 125 millions de joueurs dans le monde. Les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, atteindre un niveau pro sur League of Legends, c'est plus dur de jouer en LEC, qui est la Champions League de League of Legends, que de rentrer au Real Madrid ou au FC Barcelone, tu vois. Donc c'est extrêmement compétitif statistiquement. Donc voilà, c'était un vrai challenge. Et c'était bien justement aussi de me remettre un peu, de me sortir complètement de ma zone de confort. Et ça m'a fait gagner confiance en moi à un moment où t'en as plus trop, parce que quand tu quittes la banque après 7 ans, puis un stage avant, les études et tout ça, en gros, ça faisait 10 ans que j'étais là-dedans. Tu as forcément une perte de confiance en toi, un moment un peu de crise. Moi, je suis passé par un burn-out aussi. Ouais, ça fait 10 ans que tu es dans un truc, tu croyais que c'était ta voie, et là, tu vois que ça allait plus. Donc non, ça a été un super challenge. Et en fait, ouais, ce truc-là où j'ai cet accomplissement, ce succès sur les jeux vidéo, m'a fait reprendre confiance. Et puis maintenant, je fais complètement autre chose dans la creator economy et je le regrette pas du tout. Et comme je te le disais au début de l'émission, il y a des... là, maintenant, j'apprends plein de nouveaux trucs, quoi. Ce qui n'était plus du tout le cas en banque depuis un moment, quoi. Donc non, c'est cool.
Vraiment, je regrette pas. Ils en pensent quoi, tes anciens collègues? Je pense qu'ils ont changé d'avis sur le truc. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient dit que quand j'avais annoncé, tu vois, sur LinkedIn que je changeais, j'avais une photo de... C'est comme un réseau hyper pro, hyper politique, quoi. Bah, j'avais mis une miniature d'un Nasus, c'est un champion dans League of Legends, où j'appelais la série Nasus from Guignol to Diamant. Ils avaient pété leur crâne, les gars, tu vois. Donc, ils avaient, le truc avait pas mal tourné et tout ça, et ils s'étaient pas mal foutu de ma gueule. Et là, c'est marrant parce que je vois les regards qui ont un peu changé et tout ça, tu vois, quand je passe maintenant que le truc commence à décoller, tu vois, où les gens disent ah ouais, j'avais toujours cru en toi et tout ça, tu vois, donc c'est gaulerie, quoi. Mais ouais, non, je pense qu'au début, ils se sont dit qu'est-ce qu'il fout, quoi. Il a complètement, il a fait un burn-out et il a lose it complètement, le gars, tu vois. Et tu penses que tu pourras retoucher des REM comme tu avais en banque grâce à ton média? Je pense que je vais gagner beaucoup plus, honnêtement. Je pense que je vais gagner beaucoup plus parce que bon, tu parlais de 300 000 euros. 300 000 euros, en gros, net de charges sociales, d'impôt sur le revenu, et ça fait 150 000, tu vois. Pour gagner 150 000 dans l'entrepreneuriat. En fait, entrepreneuriat, il y a peu de chances que ça marche, mais si ça marche, et moi, là, ça commence à pas mal marcher, tu peux vite gagner beaucoup plus, tu vois. Enfin, comme on dit, sans faire d'abus de biens sociaux, mais comme on dit, tu vois, dans le salariat, tu payes tes impôts, puis tu te payes, et dans l'entrepreneuriat, tu te payes, puis tu payes tes impôts, tu vois. Donc, faut pas exagérer, mais tu peux faire quand même des trucs. Et puis tu contrôles ce que tu payes aussi. Tu contrôles ce que tu payes, ouais, c'est ça. Tu peux. Il y a pas mal d'optimisations qui sont possibles dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est cool. Légal, évidemment. Ouais, légal, bien sûr, bien sûr. Et je vais finir en Oussama Hamar. Et légal, tout à fait. Et ensuite, il y a la possibilité. Là, tu vois, là, je suis en train de monter une 3e boîte. Donc, j'ai mon média, la Jokeris Corporation. Je monte une boîte d'événementiel, je monte le plus gros forum de la créateur économie B2B en France à la fin de l'année. Donc, il y aura les plus gros créateurs de contenu, les agences, les plateformes, tout l'écosystème de la créateur économie, donc les monteurs, les graphistes, tout ça. Des personnes du gouvernement qui ont bossé sur la loi des influenceurs pour donner de la légitimité à cet écosystème. Donc, ça, c'est un beau business, tu vois, l'événementiel. Alors, la première année, on veut juste être à break-even, mais les années d'après, ça peut se revendre assez bien, un salon. Tu vois, ce qui est dur, c'est de le sortir de terre. Et on a un autre business dont je peux pas encore parler, mais non, franchement... Ouais, je suis assez confiant, je touche du bois, mais je suis assez confiant sur le fait que je ne l'ai pas fait pour ça. Mais je pense que d'ici 2 ans, je gagnerai nettement plus que ce que je gagnais au max chez Goldman. Ouais. Donc, tu pourras aller t'acheter des Rolex aussi avec tes collègues. Je pense pas, mais ça sera dépensé dans autre chose. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai jamais fait mes choix en vrai par rapport à la thune, tu vois. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que pour être très honnête, quand je me suis lancé dans la création de contenu, autant j'étais pas attiré par la thune dans la banque, autant je sens que la notoriété, la fame, c'est un truc qui m'a un peu attiré, tu vois. Certainement, tu vois, il y a certainement un truc malsain là-dedans, mais en tout cas, la thune, ça m'attirait pas. Mais par contre, j'ai vraiment le sentiment, c'est utopiste, hein, mais que quand tu fais un truc que tu kiffes, bah du coup, tu vas être bon, tu vas pas compter tes heures et tout ça, et du coup, tu finis naturellement par être bien payé, tu vois. Donc voilà, je suis pas inquiet pour la suite. C'est un constat que je partage aussi. Ouais. Qui, je pense, est assez mal compris, en fait. Mais tu sais, il y a des études qui disent que si tu investis 10 000 heures de ton temps dans un sujet, tu deviens un expert. Et... 10,000 hours to master anything, ouais. Ouais, fun fact, en fait, l'étude, ils ont un peu arrondi le chiffre parce que ça faisait bien, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Et du coup, les chercheurs ont essayé de debunk leur propre étude des années après parce que ça a pris tellement d'ampleur. Ah ouais. Mais je pense que ça prouve, le point est le même. L'idée, c'était de démystifier le truc et de dire, c'est pas génétique, c'est pas du talent. C'est juste du travail. Et d'ailleurs, je pense que tu le voyais aussi en banque. Les gens qui travaillaient dur, ils finissaient par gagner beaucoup d'argent. Alors après, il y avait la politique et tout, mais en tant qu'entrepreneur, c'est décuplé parce que c'est toi qui contrôles ton destin. Non, mais complètement. En banque, franchement, si tu es prêt si tu veux juste gagner de la thune, c'est très facile, tu vois. Parce que c'est facile aussi d'être pote avec les bonnes personnes. Tu sais ce qu'ils veulent entendre. Tu sais, voilà. Moi, c'est juste que j'étais pas prêt à être aussi, même pas du tout, tu vois, conformiste comme les autres et ça, je rentrais pas dans le moule, tu vois. Donc, mais il y en a plein qui sont très contents de rentrer dans le moule, qui disent rien, tu vois, juste qu'ils vont débriefer à leur femme en rentrant le soir, qui disent, putain, ils sont complètement fous les mecs, et ils se disent, bon, je m'en fous, je prends mon cash et ça. Et la plupart sont comme ça, tu vois. C'est du théâtre, en fait. Ouais, c'est du théâtre toute la journée. La banque, c'est du théâtre. Si t'es bon en théâtre, tu seras bon en banque. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, en fait, on fera plus, nous ou des générations futures feront plus confiance à des gens sur TikTok, à des gens sur YouTube, qu'à leur banquier, qu'à leur CGP, qu'à un conseil? Bah ouais, 100%. C'est déjà le cas là aujourd'hui, tu vois. On parlait de Squeezie, tu vois. Alors, c'est pas encore sur la finance, mais quand tu vois l'engagement des communautés et la crédibilité qu'ont les créateurs de contenu, les influenceurs auprès de leur audience, tu vois qu'il se passe vraiment un truc en fait. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils sont authentiques, parce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Donc, tu vois, sur Internet, on te pardonnera toujours de dire une connerie, un truc faux,
tant que tu le penses vraiment. Ce qu'on ne pardonnera pas, c'est de dire un truc qu'on t'a dit de dire, que ton patron, ton gouvernement, etc. t'a dit de dire. Donc, c'est vraiment ça, la vibe de l'authenticité, du nouveau média qui émerge, tu vois, vraiment stop de bullshit, tu vois. Et donc, ouais, je suis persuadé qu'il y aura... Moi, je fais pas d'influence sur l'investissement, mais typiquement toi ou d'autres, tu vois, auront beaucoup plus de crédibilité auprès de leur communauté que leurs banquiers, c'est certain, ouais. Est-ce que les banques vont s'engouffrer dans cette brèche-là? Ouais, c'est certain. Les banques commencent déjà à le faire. Soit elles payent des créateurs de contenu pour le faire pour eux, soit elles sont en train de monter leur propre chaîne YouTube. Parce que encore une fois, c'est ça le nouveau média aujourd'hui. Enfin, un des nouveaux médias. Tu vois, après, moi, je crois pas du tout tu vois, quand il y a un nouveau média qui vient, c'est-à-dire que tout se meurt. Tu vois, quand la télé est arrivée, tout le monde a dit ah mais c'est la mort de la radio et tout ça. Tu vois, la radio se porte très bien. Quand YouTube est arrivé, on a dit c'est la mort de la télé. La télévision se porte bien aujourd'hui. Tu vois, les Koh-Lanta, la Star Academy, ça c'est toujours regardé et tout ça. Love Story ressort, donc tu vois. Ah ouais, ça j'ai pas regardé. Mais parce que Koh-Lanta et la Starac, pour le coup, j'ai vraiment regardé, j'ai vraiment kiffé. Mais ouais, donc. D'ailleurs, ça marche probablement grâce aux réseaux sociaux. En fait, ça amplifie vachement le phénomène. C'est ça. C'est juste qu'il y a des nouveaux codes, tu vois. Ça veut pas dire que. Je dis pas que les médias traditionnels vont mourir, ils vont juste se réinventer, tu vois. En fait, quand tu as un nouvel acteur qui arrive dans un marché, qui fout un gros coup de pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que ça devient bien pour les clients des vieux acteurs, tu vois. Donc, il y a des néobanques qui arrivent sur le marché, c'est une super nouvelle pour les clients de la BNP. Xavier Niel et Free arrivent sur le marché des téléphonies où c'est 60 balles le forfait et il dit moi j'ai un forfait à 20 balles. C'est super bien pour les clients de SFR et d'Orange parce que leur forfait passe à 20 balles, tu vois. Ça veut pas dire que SFR et Orange sont morts, ça veut juste dire que maintenant il y a des nouvelles normes dans le marché, ils peuvent plus se gaver comme avant parce qu'il y avait un cartel, tu vois. Donc pour moi c'est ça qui va se passer, tu vois. C'est juste que les médias traditionnels vont se réinventer et se mettre en ligne sur qu'est-ce qui marche sur ceux qui marchent aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, tu avais confié que tu avais choisi de bosser en banque ou tu voulais bosser en banque parce que tu as vu des films dessus, notamment Margin Call. Ouais. Est-ce que finalement on ne choisira pas ses vocations en regardant est-ce que tu as inspiré des gens à changer de voie? J'ai reçu des milliers de messages de gens qui m'ont dit que jamais ils auraient pensé milliers, j'exagère peut-être un peu, mais centaines c'est certain, de gens qui me disaient ouais, moi j'étais dans une école pas hyper prestigieuse, j'aurais jamais cru que je pouvais devenir que je pouvais rentrer dans une salle de marché et tout ça, et grâce à toi j'ai compris que en fait, c'était pas si compliqué, et je l'ai fait et merci beaucoup, ça a changé ma carrière, donc ouais, carrément, ouais. Tu vois, et moi à ma toute petite échelle, mais parce que j'ai une petite communauté, mais je pense que ça a été le cas pour plein de gens aujourd'hui déjà. Il y a une question que j'adore poser aux invités, parce que tu as parlé des cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Comment toi, tu investis ton argent? Alors, donc moi, effectivement, c'est pas full optimisé. Ce que je fais, c'est que je dis souvent, j'ai une approche un peu papy de l'investissement, c'est-à-dire que je considère que ma thune, c'est une fusée, tu vois, avec plusieurs étages. Il y a l'étage 1, c'est les liquidités dont j'ai besoin, et donc ça dépend de mon taf, de mes rentrées d'argent. Moi, j'aime bien avoir 100 000 balles en cash, en fait. C'est un peu beaucoup, mais comme je sais pas trop de quoi l'avenir est fait et tout ça, là, la boîte, elle marche, mais ça peut s'éteindre et tout ça, donc beaucoup de cash. Tu le gardes où, le cash? Sur ton compte bancaire ou tu c'est ça, fonds monétaire ou des trucs comme ça? Ouais, c'est ça, des trucs monétaires, liquides, je sais pas, faut que tu aies rempli le livret A, le LDD et tout ça, et puis après, il y a des petits placements, bref, je ne veux pas faire de placement de produits, mais il y a des placements qui sont sympas, qui te permettent de bien payer en monétaire, overnight, hyper liquide, voilà, les gens comprendront. STR. Voilà. Et donc je fais ça. Ensuite, moi, à l'inverse, l'argent dont je sais que j'ai pas besoin tout de suite, je vais le placer dans des ETF. Voilà, donc MSCI World, tu vois, des trucs diversifiés. Je crois que j'ai Eurostoxx, MSCI World et S&P, si je dis pas de conneries. Un peu d'overlap quand même, du coup, entre MSCI World et... En vrai, pour te dire à quel point je check rarement ça, je sais même plus. Mais juste, je mets régulièrement dans des ETF. Ça t'appelle Forget, quoi. Et la tech, ouais, c'est ça. Et la tech, c'est un truc dans lequel je crois beaucoup. Je crois que les gens disent, putain, c'est ouf, la valo d'Apple et de Facebook et de ça. Moi, je suis persuadé qu'on est au tout début de la tech, en fait. Que ça va être délirant encore. Donc ouais, j'investis pas mal dans les boîtes de tech dans lesquelles je crois. Et ensuite j'investis beaucoup dans mes boîtes, en fait, surtout ça, tu vois. Genre là, dans la boîte, dans la Joca Corp, j'ai mis pas mal d'argent, déjà. Dans ma boîte, alors d'événementiel, normalement, je devrais m'en sortir grâce aux sponsors en mettant pas d'argent de ma poche. Et voilà, et dans la troisième boîte, potentiellement, ça va demander des investissements, quoi. Donc, voilà. Et après, des boîtes de potes. Bon, ça, c'est vraiment l'étage tout en haut de la fusée d'argent où il y a de grandes chances que je le revoie jamais dans des startups. Ouais. D'ailleurs, avant de passer aux questions de la communauté, tu as parlé de la tech. Et très important, en immobilier, dans mon appart, je suis très leveragé dans mon appart. Ouais. Ok. Pas d'immobilier locatif?
Pas d'immobilier locatif, non. Trop de galère. Trop de galère. Du coup, avant de passer aux questions de la communauté, tu as parlé de la tech, de l'impact que ça va avoir, qu'on est qu'au tout début. Là, le gros trend en ce moment, c'est l'IA. C'est quoi est-ce que tu arrives à... C'est quoi ton analyse de l'impact de l'IA sur la finance? Qu'est-ce que ça va changer? Moi, mon analyse, mais c'est franchement, finance, ça fait 2 ans que je suis plus dans le truc, donc je peux me planter, mais je pense de manière générale, que ce soit sur la finance, sur la création de contenu, sur ce que tu veux, il y aura toujours de la place pour les bons, et je vois pas l'IA remplacer des humains, tu vois. De la même manière que, tu vois, sur les vidéos YouTube, c'est pareil, tu vois. Je vois pas l'IA faire la voix à ma place. Ce qu'il faut, c'est que je me gourre, qu'il y ait de l'authenticité, qu'il y ait des blagues, qu'il y ait des trucs qui n'étaient pas prévus, tu vois. Faut de l'humain, en fait. Faut du fuck-up, faut de l'imprévisible pour que ça marche, pour que un humain regarde un truc, il va s'identifier beaucoup plus à un robot qu'un humain. Bon, voilà. En finance, c'est pareil, tu vois. Bernard Arnault, quand il veut se faire conseiller sur ses investissements, il veut pas parler à un robot, tu vois. Il veut pas parler à la voix de Scarlett Johansson en IA, tu vois. Donc, moi, ouais. Ça va remplacer certainement un peu forcément les jobs à faible valeur ajoutée, mais ça va pas. Donc ça va réduire le marché sur le marché de l'emploi, sur les jobs à faible valeur ajoutée en finance. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Ça va avoir un impact. Mais sur les jobs à plus forte valeur ajoutée, je vois pas comment ça peut remplacer des sales, tu vois, typiquement. On passe aux questions de la communauté. C'était très autour du monde de la finance et comment rentrer en banque. Alors ça fascine encore, tu vois. Première question, au premier profil, il a 16 ans, il est en début d'études et il souhaiterait intégrer le monde de la finance. C'est quoi ta reco en termes de parcours pour aller chez Goldman? Je pense qu'il y a 2 voies aujourd'hui qui sont les plus certaines. Soit tu fais une prépa et tu arrives à avoir un top 5 en école de commerce. Donc HEC, ESSEC, ESCP. HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC. Avec, moi, à mon humble avis, une vraie préférence pour l'EDEC, en fait, la 5e, parce que... Qui est spécialisé finance. Qui est spécialisé finance et qui forme les meilleurs en finance de ce top 5, à ma connaissance. Après, faut bien distinguer 2 trucs. Il y a la vérité de tes skills, et là, je pense que l'EDEC, c'est le mieux. Et ensuite, il y a la renommée des écoles, tu vois, où là, l'EDEC, du coup, est la moins bonne, parce que c'est la 5e sur le top 5. Donc après, il faut voir, mais je pense qu'il y a une inertie dans les classements des écoles, mais ça fait un moment quand même qu'il y a des EDEC qui sont bons en finance, qui du coup recrutent d'autres EDEC et tout ça. Donc ça commence à se savoir qu'ils sont bons, ils font une bonne formation là-dessus. Tu vois. Donc soit top 5 écoles de commerce, soit les top écoles d'ingénieurs top 5 pareil. Polytechnique, Centrale, NSAE, les mines, les ponts. Bon, j'en oublie certainement des tops. Soit, 3e voie en fac, Dauphine. Dauphine, ça commence à savoir que c'est une très très bonne boîte aussi pour former. Et donc notamment en finance de marché, le 203 qui est hyper réputé, quoi. Voilà. Ou alors à l'étranger, enfin en vrai il y a beaucoup de voies possibles. Et du coup, le profil suivant, il a 22-23 ans, il sort d'une école de commerce, alors on ne sait pas si c'est top 5 ou si c'est plutôt école de seconde zone. Ouais. Comment tu obtiens ton premier emploi en banque? En salle, on va dire en salle de marché. Comment tu rentres en salle de marché? En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que tu vois, les opérationnels, ils voient des tonnes de CV. Tu vois, moi, quand j'ai vu pour le coup, des milliers de CV, c'est pas une exagération. En moyenne, sur un CV, tu vas passer 10 secondes. Okay, ce qui fait que tu vas passer plus. Donc, sur beaucoup, tu vas passer moins de 10 secondes, mais sur ceux sur lesquels tu vas passer le plus de temps, c'est parce qu'ils ont une vraie expérience pro. Donc, en fait, le plus dur, c'est d'avoir ton premier stage. Une fois que tu as ton premier stage en salle de marché, là, ça y est, en général, tu arrives à avoir des entretiens dans des banques très prestigieuses pour un job. Donc, il faut commencer par faire un stage. Le stage, tu vas le faire où? Tu vas le faire dans les banques qui prennent le plus de stagiaires. Et en général, c'est les banques françaises. Parce que les banques françaises, le deal, souvent, c'est on sait qu'on ne peut pas trop embaucher, mais par contre, on a des armées de stagiaires et on te forme. Tu vois, ce qui est cool. Ils te forment là où en école, bon, je disais qu'il y a des bonnes écoles, des bonnes boîtes, mais globalement, en école, tu n'es pas trop formé, quoi. Donc, formé à l'open bar, quoi. Ouais, c'est ça. Tu es formé à l'open bar, mais c'est vraiment, mais comme dans plein de métiers, hein, c'est vraiment sur le terrain que tu vas apprendre le métier. Donc, comme entrepreneur, d'ailleurs. Ouais, exactement. Mais là, ce qui est encore plus fort par rapport à l'entrepreneuriat, ce qui manque cruellement à l'entrepreneuriat, c'est que dans une banque, tu as un continuum générationnel, tu as le mec qui a 1 an de plus que toi, 2 ans, 3 ans et de ça, tu as une transmission de savoir qui est réelle. Tu vois. Donc, va te former avec un premier stage dans une banque française et ensuite, tu peux avoir tous les jobs que tu veux, en gros, dans n'importe quelle banque. Dernier profil, quelqu'un qui a 27 ans, qui a bossé dans un autre secteur, qui voudrait se reconvertir dans la finance. Ouais. C'est des parcours que tu as vu, ça? Ouais. J'ai vu un danseur étoile à 37 ans devenir structureur chez BNP Paribas. Ok. Voilà. Comment il avait fait? Il s'appelle Xavier. Écoute, il avait fait, je crois qu'il avait fait
Il avait fait une licence ou un master de maths, voilà, et puis après il avait eu son stage, VIE, CDD, enfin la classique à l'époque, et voilà, et puis il avait fini par se faire embaucher, quoi, et puis il en voulait, et en fait c'est assez simple, faut aussi réaliser qu'une fois que tu es en stage pendant 6 mois, là c'est plus un entretien, c'est à 6 mois pour prouver que t'en veux, que t'en fais un peu plus que les autres, que t'es un peu plus curieux, que tu vas checker des trucs, que tu te poses des questions et tout ça. Faire de la politique aussi. Ouais, c'est moins de la politique quand t'es stagiaire quand même, ça serait un peu exagéré de dire que c'est de la politique, mais sans faire le shark, mais tu peux montrer que t'en veux, tu vois, que t'as faim et que t'es là pour vraiment progresser et que t'essayes de step up tous les jours, tu vois. Et les profils comme ça, il y en a pas tant que ça, tu vois. Donc c'est assez facile de te démarquer, je trouve, tu vois. Du coup, tu as parlé du salon, tu as parlé Ouais. de ta nouvelle boîte. Ça va être quoi tes actualités là, dans les mois à venir? Là, j'ai un gros mois de mai. Et donc, en fait, quand j'ai un gros mois, ce que j'aime bien faire, c'est vloguer toute cette période-là. Donc, me balader avec ma caméra et pour les gros events, avoir 2 cadres avec moi qui me suivent. Qu'est-ce que j'ai là dans ce moment-là? Là, je fais une conférence lundi à tous les alumni marketing d'HEC et ESCP. Donc, ils ont une réunion annuelle voilà, sur un rooftop. Ça va être assez sympa. Et je leur fais une conférence sur la creator economy avec un gars qui s'appelle Théo Lyon. Ouais. Qui j'étais la semaine dernière. Donc Ah ouais, je le connais ok. Très bien. Ok. J'ai passé ici? Non, j'ai fait son podcast. Ok. Enlève tes baskets. Ah ouais, enlève tes chaussures. Ok. Enlève tes chaussures. Ok. Voilà, donc on fait ça ensemble. Ensuite, je fais les CIC eSport Days. Ils font un truc autour de l'e-sport. Après, T'es très bancaire du coup encore. CIC eSport Days, Ouais. c'est vraiment sur l'e-sport. Ok. Comment ça, très bancaire? Bah t'es sponsor. Non. Là, ça va voir. CIC, ils font un focus sur l'e-sport. Bon, ils me demandent de venir, mais oui, ok, d'accord. C'est vrai que j'ai pas mal de sponsors banques, ouais, effectivement. Mais donc là, on parle de sujets e-sport. Donc c'est cool. Il y aura CIC, c'est le sponsor majoritaire de la K-Corp. Donc il y aura Kameto, Arthur Perticose, voilà. Et je crois qu'il y aura comment elle s'appelle, la secrétaire d'État transition numérique, Marina, bref, j'ai plus son nom de famille. Je sais plus. Voilà. Ensuite, je passe sur le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Voilà, donc faut que je prépare un peu. Ça dure enfin, longtemps. Ça dure 2h30. Donc... Ça dure 2h30, ouais. Mais Je suis moi, mon podcast, je fais comme ça aussi. C'est très long, donc je connais ça. Je serai dans ma vibe. Et enfin, le clou du spectacle, je suis à Vivatech. Je fais une conférence je fais une keynote sur la creator economy à Vivatech. Et en plus, Viva a été cool. Ils ont accepté de me filer des places. Ils m'ont filé 100 places pour ma commu. J'ai eu 300 demandes. Donc là, je suis en train de négocier pour avoir 300 places pour la Tu commu. regardes des CV pour savoir qui a Non, sa place. j'ai envie que tout le monde vienne, moi. Donc ça va être bien cool. Et donc voilà, gros mois de mai, je vais vlogger tout ça. Et puis là, je pars 2-3 jours à Biarritz pour souffler. Et je vais vlogger aussi un peu à Biarritz. Donc ça va être marrant. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Sur YouTube, Instagram, LinkedIn principalement. Jokerisme. Jokerisme, c'est ça. Trop bien. T'as pris quand même un gros risque en quittant la banque. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ton conseil aux gens qui veulent prendre une grande décision dans leur vie et peut-être se lancer, tu vois, se jeter à l'eau comme toi? Alors, j'ai fait un TEDx là-dessus. Je suis assez fier, c'est le TEDx le plus vu en France en 2024, où j'explique qu'en fait, quand tu fais un choix important, c'est-à-dire, tu réfléchis pendant longtemps à un choix et tu sais pas si tu dois faire A ou B, ça te paraît vraiment 50-50, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois pas le futur. Et en fait, quand tu es dans cette situation-là, on s'en fout complètement de ce que tu choisis, que tu choisisses A ou B. Ce qui compte, c'est qu'une fois que tu as choisi A, tu regardes plus jamais derrière toi en te disant « Ah, si j'aurais dû prendre B, voilà. » Et inversement. Et en fait, si vraiment tu n'utilises aucune énergie stérile à te dire « Ah, j'aurais dû faire autre chose », et bah ton choix, tu arrives à le rendre bon, tu vois. Donc voilà, la phrase que j'essaie d'expliquer, c'est il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des choix qui se rendent bons. Voilà, alors c'est spécifique bien sûr qu'il y a des choix de merde dans la vie, tu vois, mais c'est dans les moments où voilà, tu es vraiment devant une décision charnière et il y a du pour et du contre des deux côtés, bah, ce qui compte, c'est de faire un peu le choix du cœur et que tu seras prêt à assumer pendant plusieurs années, quoi. Voilà, mon conseil. Trop bien, merci Marc. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt.